vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Olivier Bourcard. Olivier qui a été DRH au sein d'entreprises internationales pendant plus de 20 ans. Olivier a vécu en Afrique, au Ghana spécifiquement, en Chine également, et il a eu une expérience de conception, animation de formation pour tout public, aussi bien des managers, des collaborateurs, mais aussi des étudiants, des officiers de l'armée, des détenus. Bref, il a une vraie expérience diversifiée de la conception de formation. Il a aussi contribué à créer la chaire du vivre ensemble avec l'Université de Rennes. C'est une chaire qui fait de la recherche sur le management social et j'avais envie de l'inviter pour qu'il vienne nous parler du modèle managérial tel qu'on le connaît en France. Il vient nous expliquer dans cet épisode pourquoi est-ce qu'on est arrivé au bout de ce modèle et pourquoi les compétences psychosociales telles que définies par l'OMS sont les compétences que vous allez absolument devoir développer dans votre population managériale pour demain. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Olivier, ravi de te recevoir aujourd'hui dans le Talent Podcast. Merci d'être venu de Rennes jusqu'à nos locaux aujourd'hui. Oui, ça me faisait plaisir. Merci de l'accueil en tout cas. Avec grand plaisir. Et puis pour démarrer, Olivier, j'aimerais beaucoup que tu nous partages, si tu le veux bien, quelque chose que les gens qui te suivent ou qui ne te suivent pas encore n'ont pas encore découvert sur toi. Alors une caractéristique personnelle, c'est que j'adore le voyage. J'ai commencé assez tôt parce que j'ai travaillé en Afrique et du coup je suis rentré d'Afrique avec une voiture, une moto, on était 3. Donc Accra, Marseille. J'ai également traversé les Alpes en vélo à plusieurs. J'ai fait Rennes-Samarcande en Ouzbékistan en train et Singapour-Barcelone sur un porte-container. Alors c'est le voyage, mais c'est le voyage de façon atypique aussi. Et sous toutes ses formes, ouais, puis en essayant effectivement d'être plutôt soucieux maintenant de l'environnement, je l'étais moins à une époque. Ok, bon donc finalement aujourd'hui, le voyage Rennes-Paris en TGV était tout à fait classique. C'était une bonne idée. Olivier, aujourd'hui, j'avais envie qu'on puisse échanger sur les compétences psychosociales. Donc, c'est ce dont tu vas nous parler. Et puis, tu vas nous parler surtout beaucoup de management. Pour démarrer, est-ce que tu peux simplement déjà nous dire pourquoi tu penses qu'on est arrivé au bout du modèle managérial ? Sur la question managériale, en fait, on peut la diviser en deux. S'il y a une partie technique, et c'est vraiment la force des managers, et il y a une partie animation d'équipe, c'est-à-dire que la responsabilité du manager, c'est réussir à produire grâce au collectif. Donc, ça veut dire l'animer, ça veut dire réguler les tensions, distribuer le travail, etc. Ce qu'on observe sur cette partie d'animation, c'est qu'il y a des changements qui sont assez fondamentaux, qui sont intervenus sur les dernières années. Clairement une montée de l'individualisme de notre société et beaucoup plus d'attentes des collaborateurs. Également une progression des fragilités personnelles, qu'elles soient sociales, physiques et psychiques. Et ça, c'est un de mes gros travaux avec la chaire Vivre Ensemble. On observe également des attentes forte parce qu'on a une pression économique, parce que il faut gérer effectivement l'impact environnemental, également des évolutions technologiques qui pointent notamment à e-robotisation, etc., qui vont introduire des changements. Et en fait, tout ça, il doit continuer à produire avec un absentéisme en hausse, un turnover en hausse, ce qui fait que les équipes sont de moins en moins complètes et en plus avec un mode hybride qui, en tout cas depuis la pandémie, s'est fortement développé. Je pense qu'on ressent tous effectivement que ce rôle managérial, il s'est grandement complexifié et les attentes sont devenues plus importantes. Tu fais un focus sur la France en particulier. Est-ce que tu peux nous partager s'il y a des différences justement entre le management en France et puis ce qui se passe dans les pays autour ? Là-dessus, il y a un rapport de l'IGAS qui montre dans un comparatif européen que le management à la française, il se caractérise par un management assez vertical, peu coopératif et qui laisse finalement peu de place à l'autonomie, à l'évolution et à la reconnaissance.
Ok, donc ça c'est spécifique à la France. J'allais dire, on est le plus mauvais élève sur ce sujet-là. Il n'y a pas que d'ailleurs cette étude-là, parce que il y a une étude sur les conditions de travail où là, on montre que finalement en France, le travail est perçu comme étant plus pénible, avec plus de contraintes émotionnelles, un manque de soutien, plus d'urgence et là aussi un manque de reconnaissance. Je pense qu'il y a vraiment des spécificités quand on fait ces comparaisons françaises qui sont assez intéressantes à aller étudier. Oui. Et est-ce que tu serais capable de nous partager un aperçu des causes finalement, qu'est-ce qui aurait pu amener, c'est une question qui va peut-être plus loin, mais qu'est-ce qui aurait pu amener le modèle managérial français à prendre cette direction? Alors là, pour aller chercher les causes, la question, elle J'imagine qu'il y en a plein. mériterait, Ouais. voilà, je pense, pas mal d'études. Il y a une chose assez intéressante, c'est dans le Conseil d'analyse économique, ils citent le World Values, donc une étude qui montre que en fait les Français ont tendance à avoir une plus grande défiance, à avoir un optimisme plus faible et un sentiment que les événements ne dépendent pas forcément d'eux. Mmh. Donc c'est en tout cas un bout de réponse par rapport à la question que tu as posée. Ouais, c'est hyper intéressant. Finalement, c'est pas surprenant quand tu le dis comme ça et qu'on travaille avec des managers, c'est quelque chose qu'on peut percevoir. Alors, on parlait en introduction du fait d'aborder les compétences psychosociales. Déjà, avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux définir ce que c'est concrètement? Et puis aussi, pourquoi est-ce que c'est quelque chose auquel on devrait s'intéresser aujourd'hui? Alors, l'intérêt des compétences psychosociales, c'est que elles ont fait l'objet de recherches assez poussées. En fait, elles ont été définies par l'OMS dans les années 90 et la vocation de ces compétences, c'est de définir finalement qu'est-ce qui permet à gérer un adulte de faire face à les affres de la vie finalement d'adulte, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit de faire face à des événements plus ou moins graves dans son existence. Donc des compétences qui initialement n'ont pas été pensées spécifiquement pour des managers, mais avec lesquelles tu fais un lien. En fait, les compétences, elles ont été pensées à l'origine pour l'éducation, c'est-à-dire Ouais. comment on peut finalement élever nos enfants pour que, venus à l'âge adulte, ils soient capables de gérer cela de façon, je dirais, dans une logique de santé globale. OK. Et finalement, des enfants, on est passé à comment également on est capable de former les adultes sur le sujet, comment on est capable de former les animateurs et finalement, on a pu aller jusqu'à former les adultes, c'est-à-dire avec des expériences dans le monde professionnel. OK, et ces compétences psychosociales pour les toucher du doigt un peu plus concrètement, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de la liste ou d'une partie de la liste en tout cas? Alors, au total, il y a à peu près une vingtaine de Ouais. compétences qui se répartissent en trois gros domaines. Il y a tout ce qui touche à la conscience et à la maîtrise de soi, c'est-à-dire identifier ses valeurs, s'auto-évaluer positivement, gérer ses impulsions, comment les faire de l'autocontrôle. Mmh. Il y a un volet qui est plus social, qui est comment je suis capable de développer des relations constructives et de les réguler. Il y a un volet plus émotionnel, c'est comprendre et réguler ses émotions, et y compris son stress. OK, et concrètement du coup, aujourd'hui, comment est-ce que les entreprises devraient se saisir de ce référentiel-là? Quelle est ta conviction autour de ce sujet? Alors, ça rejoint ta question Oui. initiale. Je pense que aujourd'hui, qu'on demande aux managers, je pense que la barre est trop élevée quand il s'agit d'avoir à gérer des tensions, enfin réguler des tensions effectivement dans son équipe, gérer le stress des personnes ou mieux travailler la collaboration des sociétés qui est plus individualiste. Et donc passer dans une logique de co-responsabilité me paraît, je dirais, tout à fait adapté pour que finalement chacun soit contributeur à ce que le collectif fonctionne bien, y compris, enfin, je dirais, pour la partie positive, mais également quand il s'agit de réguler, parce qu'on sait que dès qu'il y a, je dirais, relation interpersonnelle, il va y avoir effectivement des moments où il va falloir réguler effectivement ces relations. OK, donc le sujet, c'est aujourd'hui, il y a trop d'attentes, des attentes trop nombreuses, trop diverses, qui reposent sur les managers, et le modèle vers lequel on se dirigerait, on devrait se diriger, c'est un modèle qui justement partage cette responsabilité entre le manager et ses équipes. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, ce que pointe le rapport de l'IGAS que j'ai cité à l'origine,
c'est que bon nombre de pays européens qui réussissent mieux que nous sur ce modèle sont des pays qui ont une culture de la coopération qui est plus développée. C'est pas uniquement effectivement les managers qui sont concernés, mais cette culture-là, elle concerne l'ensemble de la population. Donc il y a aussi des aptitudes chez les collaborateurs ou les collaboratrices qui permettent de travailler ces sets de compétences. Et donc concrètement, le rôle du manager, si on devait le redéfinir pour demain, puisque je perçois très bien dans ce que tu me dis, aujourd'hui les managers, ils sont un peu écartelés, ceux qu'on accompagne, et puis tu en accompagnes pas mal aussi, ils nous disent, il y a à la fois le gros de mon boulot qui est de délivrer quelque chose, et puis quelque part un peu la cerise sur le gâteau, c'est qu'il faut que je manage des gens, mais j'ai pas vraiment le temps de le faire, et en plus j'ai beaucoup plus de complexité parce qu'il y a plus d'attentes, il y a plus de profils différents, etc. Donc aujourd'hui, une partie des managers, j'ai l'impression, quand on discute avec eux, ont l'impression que manager, c'est un peu, et donc faciliter tout ce que tu disais autour de l'équipe, c'est un peu le truc qu'ils doivent faire en plus, alors qu'en réalité, ça leur prend quand même beaucoup de bande passante. Mmh. Est-ce que c'est un constat que tu partages aussi? Alors, je le partage. Moi, ma conviction, et là-dessus, les études également le montrent. Hein, si on prend par exemple l'étude de Google sur leur projet Aristote, là, où on montre que quand on développe, par exemple, de la sécurité psychologique, on améliore la coopération et que la coopération amène à la performance. Il y a d'ailleurs des volets qui sont bien développés dans le rapport de l'IGAS sur le sujet. Donc, c'est déjà intégré que c'est pas finalement dans l'activité du manager, c'est pas le petit truc en plus manager. Manager aujourd'hui dans une économie qui est tertiarisée devient l'élément essentiel de la performance. Ouais. Et donc effectivement, comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'on les équipe pour faire ça? Donc du coup, demain, le rôle du manager, c'est justement d'être probablement plus centré là-dessus, mais c'est de partager la responsabilité avec son équipe. Comment est-ce que tu définirais le manager de demain? S'il y a un point essentiel du côté du manager qui a développé, c'est la question de se rapprocher. Alors on parle souvent du travail réel. Je pense en fait qu'il s'agit de se rapprocher du travail vécu. Ce qui se passe aujourd'hui dans le travail, c'est que on a une partie du travail qui est normée, qui est prescrite sur du tertiaire et sur des jobs où il y a une part d'aléa plus importante. C'est difficile de prescrire. Donc en fait, on se focalise beaucoup sur finalement le travail tel qu'il est observé, c'est-à-dire les résultats du travail. Et quand on se focalise sur les résultats du travail, généralement, quand il y a une dérive, on va observer cette dérive finalement assez tard et se dire, tiens, finalement, il y a quelque chose qui marche pas. Et ça crée du mal-être finalement dans les équipes parce que je dirais, la personne, clairement, elle va manquer de reconnaissance par rapport à ce qu'elle aura fait et on aura pu laisser dériver des situations qui potentiellement vont être difficiles de entre guillemets réparer. Exemple, s'il y a un déficit de compétences à un moment donné, si la personne n'est pas à l'aise avec une nouvelle activité, ça va engendrer au bout d'un moment effectivement, je dirais des dérives, mais si on l'observe trop tard, on ne pourra pas le corriger. Alors que si on se rapproche effectivement du vécu, c'est-à-dire que par exemple Chloé, comment on fait, ouais. Si je suis le manager de Chloé ou si Chloé est mon manager, ça veut dire que je vais pouvoir exprimer là où j'ai des difficultés. Qu'est-ce qui est compliqué pour moi? Est-ce qu'il y a des activités que j'ai du mal à réaliser sur lesquelles je me sens pas avec le bon niveau de compétence? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui pour moi c'est plus compliqué effectivement de travailler? Et ce qui va amener plutôt à des micro-régulations, c'est-à-dire toi en tant que manager, tu vas pouvoir me soutenir pour dire ok, comment tu peux faire pour travailler avec un tel, comment on peut faire pour la compétence, là où tu te sens pas effectivement en compétence, tu vas pouvoir effectivement mieux réussir. Au fil de l'eau, du coup, c'est des micro-ajustements au fil de l'eau sur le comment, entre guillemets, plutôt que d'arriver tardivement sur l'observation des résultats, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et on peut rajouter, parce que je travaille sur le management des fragilités personnelles. Lorsqu'une fragilité personnelle arrive, que ce soit, vient de m'annoncer, je dirais une pathologie chronique ou j'ai
je deviens aidant de quelqu'un ou je viens de me séparer, comment je vais gérer effectivement gérer la garde de mes enfants, ma situation économique, etc. Si je me rapproche du travail vécu, potentiellement, je vais plus facilement être en soutien de mon collaborateur ou de ma collaboratrice sur ces sujets-là, plutôt que rester dans le tabou et laisser les choses dériver jusqu'à éventuellement un arrêt de travail ou des erreurs qui vont amener effectivement à des situations de tension. Autour de ce sujet, j'imagine que tu les entends aussi beaucoup, mais il y a pas mal de managers aujourd'hui qui ont du mal à trouver la limite entre jusqu'où je vais dans l'accompagnement de mes collaborateurs. Est-ce que finalement, justement, parler d'éléments qui peuvent paraître plus personnels, est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est intrusif? Comment je le fais aussi? C'est quelque chose que tu perçois aussi, cette difficulté à poser la limite? On a tous cette difficulté à poser la limite en fait, hein. Et la limite, c'est entre finalement prendre en charge au lieu de prendre en compte. C'est-à-dire que Ouais. comment je peux avoir effectivement cette posture où je vais prendre en compte, mais que je vais pas aller trop loin. C'est-à-dire que Mmh. c'est le juste milieu entre j'ignore et je fais comme si la situation n'existait pas en considérant qu'on est là que pour gérer la partie professionnelle et je prends en charge, c'est-à-dire que je vais aller plus loin que ce qui devrait être un aménagement raisonnable. Du coup, quand on parle de co-responsabilité, ça veut dire quoi finalement dans la façon d'accompagner les salariés? On l'observe d'ailleurs dans les études, cette histoire de co-responsabilité, c'est-à-dire que assez naturellement, les collaborateurs vont être en soutien les uns des autres à partir du moment où c'est timé dans le temps déjà et que chacun fait sa part. C'est-à-dire que c'est pas perçu comme étant un abus finalement d'un collaborateur qui vit une situation qui peut être de gérer de vulnérabilité pendant un temps. Et du coup, quand tu donnes l'exemple de se rapprocher du travail vécu et donc finalement pouvoir gérer des micros ajustements au fil de l'eau plutôt que probablement arriver de façon un peu plus injuste à la fin en observation des résultats, à la fois ça paraît assez logique en fait ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pas le cas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est moins dans dans ce travail vécu? Alors, on a évoqué la question du temps et de l'importance qu'on va consacrer effectivement sur cette partie managériale. Dans les études il y a une étude récente de la chaire Vivre ensemble sur les managers qui montre que globalement, les managers sont peu formés au management. Mmh. Donc, je pense que là, il y a effectivement je dirais un élément. Ensuite, puisqu'on est sur le champ des compétences psychosociales, on voit que c'est pas uniquement je vais former, je dirais des collaborateurs, ça va être ou des collaboratrices, c'est comment je vais changer finalement ma façon de travailler et de gérer le collectif au niveau de l'équipe. Donc, ça signifie que ce sont des changements de comportement à l'échelle du manager, ce sont des comportements à l'échelle, effectivement, de l'ensemble des équipiers et équipières, également à l'échelle, au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça va toucher mes process? Comment ça va être soutenu par la direction? Comment, effectivement, finalement, ce changement-là, il va être cohérent avec le reste? En fait, c'est un processus de changement. C'est là où je pense que la partie RH a un vrai rôle Mmh. stratégique à aller jouer pour dire là, il y a des gains qui sont importants parce que finalement, quand on parlait de tension, de manque de coopération, de gestion du changement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je suis plutôt en résistance et que j'ose pas finalement adhérer à une nouvelle façon de faire parce que j'ai peur de commettre une erreur, j'ai peur de m'exposer et d'être mal jugé. Tous ces éléments-là, en fait, ils engendrent des coûts qui sont importants Mmh. quand on les chiffre. Moi, j'anime une formation sur cette question du management des vulnérabilités. Je fais chiffrer aux managers le coût d'une tension. À chaque fois, ça fait un effet waouh en disant mais on se Alors est-ce que rendait tu pas peux compte. nous illustrer ça justement? Ah bah, si on calcule, je l'ai fait calculer finalement à l'échelle, si vous avez une tension, à l'échelle des deux personnes qui vivent une tension, la perte de productivité estimée, elle est de combien? Est-ce que ça a un effet sur l'équipe? Pareil, combien en pourcentage et combien de temps en durée? Combien de temps, moi, en tant que manager, je vais passer pour régler
régler cette situation. Ensuite, si la situation perdure, ça peut être quoi les conséquences de cette tension? Est-ce que ça va engendrer un départ? Ça va être le coût du départ avec toutes les pertes associées. Ensuite, le départ, il va falloir le remplacer. Le coût du remplacement, le coût de la période de mise à 100% de compétences due ou de la nouvelle arrivante. Enfin, le total à la fin, il est assez énorme, d'où c'est fait waouh. Et donc, il justifie l'intérêt d'investir là-dessus. En même temps, on parlait de manque de temps. Je me doute que dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui se disent mais du coup demain si le manager il doit vraiment se solidifier, se renforcer pour beaucoup mieux incarner ce rôle, beaucoup mieux accompagner, il a toujours le reste à faire. Donc comment est-ce qu'on gère cette notion de bande passante en fait quelque part? Je pense que c'est compliqué pour un manager d'y aller tout seul. C'est-à-dire que il faut qu'il soit soutenu par sa direction, le service RH s'il y en a un, et que ça soit effectivement plutôt un projet d'entreprise en disant OK, on se rend compte que un peu comme quand il s'agit d'installer une nouvelle entreprise industrielle, j'installe une nouvelle machine en production, on sait qu'il va y avoir effectivement à un moment donné un investissement en temps, en argent pour que demain effectivement on récolte les bénéfices de cet investissement-là. Là, c'est le processus est le même. C'est juste du coup avoir conscience et être bien structuré dans la méthode pour mettre en place de façon à ce que ça soit aussi un processus assez participatif, c'est-à-dire que ça soit pas imposé. Les gens ont envie. Ce que j'observe en tout cas dans les formations, c'est que même si au départ il y a toujours un petit peu de, je dirais, d'appréhension, les personnes ont plutôt envie de progresser sur ce domaine-là, parce que ça sert au travail, mais ça sert dans la vie de tous les jours. Oui. Enfin, c'est pas un hasard si l'OMS a bossé ce sujet et a tant investi sur le sujet. Oui. Et puis effectivement, c'est vrai quand tu discutes avec des managers, très souvent, ils ont envie parce que c'est quand même un caillou dans la chaussure que de pas savoir gérer les tensions dans l'équipe, par exemple, les conflits, les situations personnelles. Ils savent pas trop par quelle boule prendre. Donc, il y a un bénéfice immédiat en termes de confort aussi dans leur rôle. Mais si je t'entends, finalement, demain, le but, c'est que l'entreprise se saisisse de ce sujet de façon globale et accompagne l'ensemble des salariés et pas que les managers. Puisque si on a envie qu'il y ait une vraie co-responsabilité, ces compétences, elles doivent être partagées. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu entends de la part des entreprises que tu accompagnes quand justement tu es dans cette logique de transformer la fonction managériale? Est-ce que tu as j'en sais rien, des idées reçues qui reviennent régulièrement, des freins? Alors, je pense que le frein, le premier, c'est que on a tendance à rester un peu en surface et que on prend pas le temps de l'analyse. Je dirais d'avoir finalement un process suffisamment structuré pour se dire ok, comment j'analyse bien la situation sous plusieurs angles, que ça soit effectivement je dirais comment c'est vécu par les personnes, c'est quoi les impacts dans les relations par exemple manager-collaborateur, qu'est-ce qui se passe effectivement je dirais au niveau du système, genre du collectif. Et d'intégrer par exemple les évolutions sociétales dont on a parlé tout à l'heure, d'être en conscience de ça, pour qu'ensuite on puisse faire un diagnostic et qu'on identifie où est-ce que sont les leviers, où est-ce que sont les freins pour mettre en place un plan d'action. Ensuite, bien réfléchir à ce plan d'action, comment je suis capable de le mettre en œuvre, parce que là, il y a de la méthode aussi pour aller ensuite mesurer les impacts. Et là aussi, les impacts, c'est comment je les mesure pas uniquement sous l'angle économique ou humain, parce qu'il y a effectivement des dirigeants qui sont très très attachés effectivement à cette partie humaine, mais se dire ok, j'ai un angle économique et je peux le calculer parce que ça peut être un levier, y compris pour mobiliser les acteurs dans l'entreprise. J'ai un angle humain. J'ai également un angle juridique en fait qui pèse de plus en plus sur les entreprises. Si on prend par la question des RPS, du harcèlement, etc. Dont on voit effectivement que le processus, on va vers je dirais légalement une pénalisation des situations. Et ensuite, il y a un angle de réputation, que ça soit la réputation de l'entreprise, mais que ça soit également la réputation du RH ou du manager. Et donc,
ces impacts-là, c'est intéressant effectivement d'aller se dire qu'est-ce qu'on va chercher et d'être capable, là où on peut mettre du chiffre, on met du chiffre et en tout cas d'aller identifier de manière qualitative ce qu'on veut obtenir. Ouais, donc là, on voit bien les bénéfices côté entreprise, côté RH qu'on peut avoir à travailler sur ce sujet et à y travailler en profondeur. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a un vrai sujet de méthodo, de suivi, de rigueur dans l'implémentation et dans le suivi des résultats. C'est quoi les freins que tu vois plutôt côté manager aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a? Ah bah il y en a. Clairement, je pense que la question du temps est sans doute aujourd'hui enfin, il y a une telle pression aujourd'hui que seul pour un manager, c'est effectivement compliqué de bouger. C'est pour ça que j'évoquais notamment la question du comment être accompagné sur le sujet, question du mentorat, Mmh. parce que ça peut donner, je dirais, des clés à un manager pour apprendre à faire autrement, c'est-à-dire par quelqu'un qui est plus senior et Mmh. qui naturellement va avoir je dirais, l'apport, que ça soit en termes de contenu ou que ça soit Mmh. également en termes de méthode. Et après, c'est de rentrer dans une réflexion je dirais avec un dirigeant pour se dire qu'est-ce qu'on a envie de changer par rapport à, à des dysfonctionnements qu'on peut observer. Bon, la question de l'engagement, par exemple, ou la question je dirais, du mal-être au travail, il y a un vrai sujet qui préoccupe les dirigeants. Mmh. Ouais, il y a une préoccupation, et effectivement, il y a un besoin d'accompagnement des managers, au quotidien pour que ça fonctionne bien. Et parfois, il y a des entreprises, alors c'est une question qui sort un peu du cadre, mais c'est quelque chose que j'observe beaucoup. Il y a une entreprise où en fait, j'allais dire, c'est un petit peu en chaîne. Les managers sont pas, hyper bien équipés sur tous ces sujets-là parce que ce qu'ils observent de leurs propres managers est pas forcément beaucoup plus de, qu'on va dire, de compétences ou de maturité et cetera. Et donc du coup, difficulté à avoir des repères managériaux sur les compétences que tu cites. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi et comment finalement une entreprise peut aborder ça quand il y a pas beaucoup de rôle modèle en interne? Alors, pour moi, la difficulté, là, elle peut être. Moi, j'étais DRH dans des ETI internationales pendant 22 ans. euh, des méthodes, je dirais, censées apporter effectivement, je dirais, plein de réponses à mes cailloux dans la chaussure. J'en ai Mmh. vu énormément. J'ai vu effectivement plein de présentations PowerPoint. J'ai plongé pour effectivement certaines pour me rendre compte qu'effectivement, je dirais, la promesse se réalisait pas. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, moi, je travaille plutôt sur des programmes de recherche, parce que je dirais, j'aurais rêvé en fait pouvoir découvrir ces travaux de recherche bien avant, parce que ça vient éclairer. Je dis pas que la recherche peut pas faire d'erreur, hein, Mmh. mais en tout cas, et l'exemple des compétences psychosociales, en fait, est une très belle illustration. Là, voilà un domaine qui touche au développement personnel, dont on entend parler effectivement partout. Par contre, des compétences psychosociales, moi, quand j'en parle, il faut que je passe un peu de temps pour expliquer effectivement ce qu'il en est, alors que là, ça a été, que ça soit sur la méthode ou que ça soit sur la méthode pédagogique ou que Mmh. ça soit sur les effets, ça a été documenté, étudié, OK. et donc on a quelque chose de solide. Et donc pour revenir je dirais à ta préoccupation par rapport je dirais à des dirigeants en se disant mais qu'est-ce que je peux faire, c'est comment je vais me baser sur des éléments qui ont plutôt été Mmh. éprouvés, et que je sorte d'un système qui est j'ai un problème et je vais mettre Mmh. une action derrière ce problème sans aller chercher les causes racines. Ouais. Ouais, c'est passionnant et donc du coup, dans la recherche sur ces, compétences, psychosociales, on arrive à avoir, des exemples, des données sur, l'impact que ça va avoir? Il y a des entreprises qui sont vraiment, qui ont vraiment fait l'expérience de les développer à grande échelle?
En France, en fait, les compétences psychosociales, en fait, on commence seulement En à parler. en entendre parler. Il y a Santé publique France qui commence à produire des documents qui sont de très bonne qualité, appuyés par. Il y a une liste de professionnels, que ce soit des chercheurs, des praticiens, qui est impressionnante. Donc, et ça. Bon, les premiers documents, en tout cas, à ma connaissance, datent de 2022. Donc, ça Ouais. commence à effectivement à arriver en France avec une conscience publique du sujet. Ça a été plus développé dans les pays anglo-saxons, Mmh. mais en même temps avec une culture du travail différente et pas les mêmes enjeux que ceux qu'on peut avoir en France. Mmh. Donc là, nous, je pense qu'on a on a clairement du retard sur le Ouais. sujet, mais en même temps, on a en tout cas des solutions qui me paraissent éprouvées, en tout cas, pour pouvoir Mmh. du coup les mettre en œuvre de façon structurée. OK. C'est passionnant et puis, tu nous donneras, dans la liste de référence de la banque de données qu'on partage avec vous, en dehors de l'épisode, bah, justement tous ces articles de recherche qui te paraissent, pertinents et qui vont nous permettre d'aller creuser un petit peu plus concrètement. Oui, c'est sûr. OK, mais je sens qu'il y a pas mal de travail. On a parlé des bénéfices pour, l'entreprise, de travailler sur, voilà, un nouveau modèle, le développement de ses compétences, donc côté RH, côté manager. Quels sont les bénéfices côté, si on prend l'angle des collaborateurs? Alors sur l'angle des collaborateurs, hem on a vu tout à l'heure, quand on faisait la comparaison entre la France et les autres pays d'Europe sur les attentes, évolutions, etc. Mais même sans aller sur ce sujet, pour moi, il y a un élément qui est essentiel et je vais me focaliser là-dessus, c'est la question du lien. OK. Qu'est-ce qui fait que le matin, quand je vais au travail, j'ai plaisir effectivement à m'y rendre. En tout cas pour moi, et je pense, en tout cas dans les études, on montre à peu près la même chose. C'est le fait d'aller retrouver mes collègues, des gens avec qui j'ai créé des liens et avec qui j'ai plaisir à travailler pour aller boire un café, etc. Cette question du lien, elle est assez fondamentale. Si je suis plutôt dans un environnement où c'est tendu, ou si je m'entends pas avec mon manager, etc., ça va être un frein. Et je pense que entre ça et le travail hybride, on a une des raisons effectivement de l'augmentation du turnover. Et ce qui est passionnant, si on poursuit les travaux de recherche sur le sujet, euh, quand on se pose la question entre santé psychique, entre santé physique et santé sociale, aujourd'hui, un des plus gros déterminants de la santé au niveau global, c'est la santé sociale. Mmh. C'est la qualité des liens que je suis capable de nouer avec les autres et la qualité du soutien dont je pense bénéficier, ce qui est assez énorme, et là aussi documenté scientifiquement. Mmh. Euh, et j'aurais là aussi adoré avoir cette connaissance de la recherche quelques années auparavant. Ouais, c'est génial. Alors si je simplifie à l'extrême, ce que tu viens de nous dire, finalement, l'un des leviers d'engagement, et d'épanouissement, pour les collaborateurs, c'est cette question du lien social. En développant, les compétences, psychosociales des collaborateurs, on leur permet eux-mêmes, de travailler ce lien, enfin de le trouver un petit peu mieux. Tu m'arrêtes évidemment si je dis une bêtise et si je retraduis mal ton idée. Heu, Tu parles de, voilà, le plaisir d'aller retrouver ses collègues, boire un café et être dans un environnement, harmonieux, en fait, quelque part. Comment est-ce que tu le alors ça faisait pas partie des questions que j'avais prévu de te poser aujourd'hui, mais évidemment, on a beaucoup parlé dans les derniers épisodes avec d'autres invités, de l'hybridation, effectivement, de cette question d'entreprise qu'on choisit du full remote ou en tout cas de laisser beaucoup plus de flexibilité. En travaillant les compétences, psychosociales, on peut, quelque part, alors je sais pas si on peut dire garantir, mais la même qualité de lien, y compris pour des équipes qui vont être réparties, qui vont pas se voir physiquement?
en tout cas à contrainte équivalente en termes de distance, Ouais. plus il y aura une qualité de lien, moins les effets collatéraux négatifs en fait de l'hybridation vont se sentir. C'est clair. d'autant plus important, en C'est fait, c'est ça. d'autant plus important, oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant la recherche sur la question du stress, notamment, montre que finalement, quelque chose qui pourrait être contre-intuitif, les jeunes collaborateurs, collaboratrices devraient passer effectivement plus de temps en présentiel parce que en fait c'est là où ils ont besoin en fait de créer du lien et c'est là en fait parce que eux ils ont besoin d'apprendre et que l'apprentissage il se fait beaucoup en présentiel et donc on pourrait aussi imaginer ce qu'on travaille peu aujourd'hui, c'est que finalement on pourrait moduler cette question du télétravail aussi en fonction des âges et il y a un écart également entre, je dirais, entre les personnes. Waouh! OK, c'est évidemment pas une idée qu'on entend, beaucoup aujourd'hui dans la question de l'hybridation, donc c'est hyper intéressant. Mais effectivement, de dire qu'il y a cette phase, d'apprentissage, des compétences du coup plutôt, on va dire, sociales, qui est nécessaire avant de Et s'éloigner métier également. des métiers. OK, et ça, illustre bien, je pense, ce que tu dis, le concept de co-responsabilité. Est-ce que finalement, quelque part, au niveau de l'entreprise, il y a évidemment, toute la responsabilité de créer un climat de sécurité psychologique, d'accompagner les managers dans, leur capacité à adopter ce rôle et en même temps de chacun de contribuer à un environnement de travail où il y a une qualité de lien. Ça repose pas uniquement que sur le manager, finalement. C'est clair, oui. Et on parle beaucoup en fait et clairement les gains de productivité en entreprise, elles se situent sur gagner en autonomie et gagner en responsabilité. C'est-à-dire que les échanges se font de façon de plus en plus directe entre collaborateurs ou en externe effectivement de l'entreprise. Alors qu'auparavant, effectivement, on avait tendance à passer par le manager pour aller gérer effectivement de l'échange. Cette question de l'autonomie et de la responsabilité, plus on va travailler des liens de coopération, des liens de confiance, etc., plus on va être capable de trouver des solutions qui vont être adaptées aux personnes et sortir de cette question finalement du contrôle. Parce que qu'est-ce qui fait que je laisse pas d'autonomie? C'est-à-dire que je me sens moi plus à l'aise à être plutôt en contrôle parce que je vais me rassurer sur la production du résultat Mmh. versus si j'arrive à mieux travailler la relation, je dirais, avec l'autre, en tout cas construire des relations de confiance. Je vais pouvoir lâcher effectivement plus parce que je me serais rapproché du travail vécu parce que j'aurais créé effectivement une atmosphère où il y aura plus de transparence entre moi et mon collaborateur et ma collaboratrice et qu'on pourra ajuster des solutions qui finalement seront beaucoup plus adaptées aux besoins et qui seront plus responsabilisantes pour la personne sans pour autant mettre une pression d'un travail qui potentiellement à un moment donné pourrait devenir un peu moins insoutenable. Mmh. Ouais, c'est passionnant. Puis ça nécessite du coup effectivement de développer cette partie collaboration qui peut-être aujourd'hui est pas encore, une compétence, très maîtrisée en fait. Peu, et d'ailleurs il y a quelque chose qui est toujours pour moi qui illustre la chose, c'est-à-dire quand on parle par exemple de confiance ou de relation de confiance, si on pose la question, mais comment on définit finalement une relation de confiance? Quels en sont les ingrédients? Généralement, ça donne lieu à un espèce de silence en disant ça Mmh. se construit, ça prend du temps, ça se donne, ouais, OK. Mais en gros, il faut quoi comme ingrédient et comment je peux la développer? Mmh. Et c'est révélateur quand même pour moi de se dire mais finalement les ingrédients de la confiance, on n'est pas capable de les définir, précisément. Et c'est pas un objet de recherche en l'occurrence très, je dirais hyper développé. Alors que dans un collectif, cette question de la confiance, Fondamental. elle est Mmh. fondamentale.
C'est passionnant. Olivier, je me rends compte que l'heure tourne et que j'aurais encore 1000 questions, mais a priori, ça va dépasser le timing du podcast. Donc, je sais qu'on pourra t'en poser plein à l'issue pour ceux qui, comme moi, restent encore sur leur faim. S'il y avait un mot de la fin, quelque chose que tu aurais voulu partager, avec lequel tu as envie de nous laisser, ce serait quoi? Si j'avais un mot de la fin ou des mots de la fin Tu peux en mettre plusieurs. pour sortir des mots MAUX effectivement qu'on peut vivre aujourd'hui, parce que c'est un peu moi ce qui me motive en tout cas dans ma quête. Je pense qu'il y a vraiment la question de ce que j'ai développé tout à l'heure. Quand on a une problématique, c'est vraiment de passer par les étapes de je prends le temps de l'analyse. Je prends le temps de faire un diagnostic et généralement ça passe par un travail à plusieurs, en tout cas d'avoir quelqu'un qui soit capable d'avoir une lecture avec plusieurs angles. Je prends ensuite le temps de regarder par rapport à l'ambition, ça va être quoi le plan d'action. Ensuite, comment je le mets en œuvre et pour quels impacts. Je pense que ce process, en tout cas, j'irais assez méthodique pour éviter de tomber dans ah ben tiens, il y a une solution qui me paraît être la solution idéale. Généralement, après coup, on se dit non, mais elle était finalement pas si idéale que ça. Compte tenu effectivement des différentes étapes. Et ça, la recherche, en tout cas moi c'est une frustration parce que déjà mon rôle au sein de la chaire, c'est du coup de faire un peu la voix des entreprises, parce que moi je suis plutôt un praticien. Et parfois je trouve long effectivement le process de se dire ouais ça fait effectivement du temps pour décortiquer etc, mais en même temps cette méthodo est là de grosses vertus, et particulièrement quand il faut chercher les causes racines et dans un monde qui va de plus en plus vite. Ouais, c'est un excellent conseil avec lequel repartir. Je pense que dans la fonction RH, on est un peu envahi à la fois de problématiques sur lesquelles on doit trouver des réponses très vite et parfois du coup un peu à l'emporte-pièce, et puis envahi de solutions qu'on nous promet sur le marché, sur lesquelles c'est un peu difficile de faire la part des choses, comme tu disais tout à l'heure, entre la promesse et le résultat vraiment que ça va apporter. Donc finalement, appliquer un peu de cette approche recherche dans le monde RH, c'est probablement une super clé. Merci beaucoup Olivier d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est un épisode passionnant. Encore une fois, on va ouvrir la porte à aller creuser des ressources que tu nous conseilleras à l'issue de l'épisode. C'était un plaisir en tout cas. Ravi de l'échange. Bon, merci Chloé. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!